Avec le règlement européen pour un espace européen des données de santé, on a vraiment une opportunité pour faire de la France un véritable leader européen sur le champ de l'e-santé. Le règlement, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord des droits pour les citoyens européens qui sont renforcés sur leurs données de santé. Permettre à chacun, partout en Europe, d'avoir systématiquement accès à ces données, de savoir qui peut y avoir accès, avec qui est-ce que je peux les partager, est-ce qu'elles sont réutilisées pour des projets de recherche ou d'innovation. Tout ça, c'est vraiment le volet très citoyen de ce règlement. Ensuite, bien évidemment, le règlement, c'est aussi des normes de partage pour le partage des données au travers des frontières de l'Union. Par exemple, quand moi je vais en Allemagne, que je puisse emporter avec moi mon ordonnance et me la faire délivrer dans une pharmacie allemande. Ou si un touriste espagnol vient en France et qu'il doit voir un médecin, que ce médecin puisse facilement avoir accès à l'historique médical du patient espagnol. Donc ça, c'est vraiment le deuxième volet, c'est le partage des données au travers des frontières de l'Europe. Et enfin, le troisième volet, c'est d'avoir des standards qui soient communs à l'ensemble du marché européen pour petit à petit construire un vrai marché européen des données de santé et de l'e-santé. Et dans ce jeu-là, on espère que la France aura son rôle à jouer. C'est des règles qui vont être des règles d'éthique pour que le marché européen de la e-santé représente nos valeurs européennes, humanistes autour des données de santé. C'est aussi des règles techniques d'interopérabilité, justement pour le partage des données dans les quatre coins de l'Union. Mais c'est aussi des règles de sécurité pour qu'on s'assure que les citoyens, les professionnels de santé puissent avoir confiance dans les solutions qui sont mises sur le marché européen de la e-santé. Avec le règlement européen, on a vraiment l'opportunité de faire de la France un véritable leader de la e-santé en Europe. On est ravis d'être ici, la DNS, à IMSS Paris 2025, la conférence européenne organisée par IMSS. Et on a eu la chance de pouvoir organiser en partie un certain nombre de panels et de tables rondes dédiés à eh bien, le règlement européen relatif à l'espace européen des données de santé. En pratique, comment ça va marcher. Et donc, on a pu inviter un certain nombre de nos homologues européens parce que évidemment le règlement il s'applique dans les 27 États membres et c'est à la fois bien sûr une grande opportunité mais aussi une certaine forme de défi parce qu'on a tous et toutes au sein de nos 27 États membres eh bien pas mal d'évolutions à apporter. On doit faire évoluer notre système de usage primaire des données de santé, hein, c'est-à-dire la manière de gérer le dossier médical électronique. Et donc, c'est en partie un point évidemment essentiel de l'application du règlement. Et puis, on a aussi pas mal d'évolutions à apporter pour tout ce qui relève de l'organisation de l'utilisation dite secondaire des données de santé. Et donc, ces différentes tables rondes, elles nous permettent de donner à voir des discussions et des échanges qu'on a déjà depuis pas mal d'années entre les 27 États membres. En tout cas, sur la partie usage primaire, ça fait déjà des années qu'on prépare l'arrivée du règlement et on continue de le faire dans un certain nombre de projets européens et d'actions conjointes qui sont financées par la Commission européenne et également, bien sûr, dans le cadre du e-Health Network, le réseau des ministères de la Santé européenne et des agences digitales de la santé européenne. Ça, c'est pour la partie usage primaire. En revanche, pour la partie utilisation secondaire, ce qu'apporte le règlement est relativement nouveau. Et donc là, finalement, il y a un certain nombre de, là encore, hein, de joint action qui ont été déployés, proposés par la Commission européenne et financés par des fonds européens et qui permettent d'associer des experts de plusieurs pays dans le cadre de l'action conjointe TEDAS 2, notamment, qui est Towards European Health Data Space, qui va permettre d'explorer concrètement l'arrivée du règlement et d'essayer de définir ensemble, donc les 27 États membres, et bien finalement comment concrètement les uns les autres vont pouvoir mettre en application les différentes exigences du règlement. Et donc ça, tout ça fait partie des discussions qu'on a pu avoir ici dans le cadre de IMSS Paris 2025. Et donc on est particulièrement heureux de pouvoir aussi se voir en personne, parce qu'on se voit beaucoup en visio, on échange beaucoup en visio, et donc ces rendez-vous-là sont des rendez-vous relativement précieux qu'on a régulièrement dans le courant de l'année dans différents pays de l'Union européenne, où on peut creuser, approfondir tel ou tel sujet pour partager nos retours d'expérience et pour préparer
de la manière la plus efficace possible et la plus concertée possible également, finalement, cette arrivée du règlement ici, nous, en France. On en parle parce que, il vient d'entrer en vigueur et donc tous les États membres préparent aujourd'hui son entrée en application effective, hein. On a, 2 ans, on a 2 jalons, un premier jalon à 2 ans, un deuxième jalon à 4 ans, pour se préparer à cette application et c'est un vrai challenge parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'impacts, des impacts au niveau, de l'utilisation primaire des données avec, un impact très clair sur, les dossiers médicaux et le partage des données contenues dans ces dossiers médicaux et aussi un impact au niveau de l'utilisation secondaire des données, c'est-à-dire la réutilisation des données à des fins de recherche ou d'innovation, par exemple. Et donc le règlement, on doit l'appliquer et puis il y a aussi un certain nombre de textes d'application, de textes européens d'application, qui sont les actes d'exécution qui doivent être pris par la Commission européenne. Alors c'est un peu technique, un peu juridique, mais c'est hyper important parce que ces actes d'exécution, ils vont venir préciser des points d'application et donc on est dans l'attente aussi de ces précisions-là, nous, les 27 États membres, pour dire concrètement comment ça va s'appliquer. Et ces actes d'exécution, ben, on les prépare aussi, on contribue aussi à les préparer par l'intermédiaire de différentes actions conjointes européennes avec la plupart des autres États membres. Donc on travaille, on réunit nos experts et on discute et on prépare des exigences, on écrit des spécifications. Enfin, c'est vraiment très très concret. Donc c'est des projets qui s'appellent XT-IHR pour l'usage primaire et TEDAS2 pour l'utilisation secondaire. Et ces travaux-là vont être utilisés par la Commission européenne pour préparer ces actes d'exécution sur lesquels nous, les États membres et les ministères de la santé des 27 États membres, eh bien, nous serons amenés à voter, donc à nous prononcer aussi à cette occasion-là. Et donc ça, c'est vraiment les discussions un peu, je dirais, officielles, liées réellement à l'arrivée du règlement. Mais on n'a pas attendu le règlement pour discuter à l'échelle européenne et Aline va vous en parler plus en détail. On a depuis plusieurs années maintenant un réseau européen qui s'appelle le e-Health Network et qui déjà préfigurait l'arrivée de ce règlement européen. Le numérique en santé, c'est effectivement au niveau européen pas une découverte qui arrive avec le règlement sur l'espace européen des données de santé. Depuis 2012, existe ce fameux réseau qu'on appelle le e-Health Network, donc ce réseau des autorités publiques qui s'occupent du numérique en santé en Europe, qui est un réseau volontaire. Et donc depuis 2012, on a 27 États membres qui volontairement, et se rajoutent d'ailleurs la Norvège et l'Islande, travaillent à créer cet espace européen où on peut avoir un échange de données de santé à usage primaire. Donc depuis 2012, on a un travail qui a été fait avec le soutien de la Commission européenne pour développer la première infrastructure transfrontalière qui permet déjà l'échange de données à usage primaire, donc pour les parcours de soins entre pays. C'est volontaire pour l'instant. Aujourd'hui, sur les 27 États membres, 16 pays y sont connectés, pas sur l'ensemble des données et des cas d'usage que prévoit l'espace européen des données de santé, parce que c'était volontaire jusque maintenant. Mais justement, avec l'espace européen des données de santé, on passe d'un mécanisme volontaire à un mécanisme obligatoire, où cette fois, les 27 États membres devront être connectés sur l'ensemble des cas d'usage pour l'usage primaire. Et à côté de ça, on a aussi évidemment ce que prévoit l'espace européen des données de santé, le volet sur l'usage secondaire, où là aussi est en cours de développement avec une autre communauté européenne qui s'appelle la Community of Practice pour les Health Data Access Body, qui sont en train, eux, de préparer l'infrastructure européenne pour l'usage secondaire des données de santé. Et c'était important pour nous, je pense, avec IMSS Europe, d'arriver à avoir cette journée un peu particulière où on a effectivement voulu inviter tous nos homologues des différents États membres, parce que c'est aussi une manière pour nous de montrer qu'on n'est pas tout seul sur notre île franco-française à mettre en place un règlement européen. C'est un travail collectif depuis de nombreuses années. Vous disiez donc volontaire qui va devenir obligatoire et qu'on construit également avec les autres gouvernements et agences publiques des différents États membres européens et donc de nos amis aussi norvégiens et islandais.
Et ce qu'ont montré les tables rondes qui se sont déroulées aujourd'hui, finalement, c'est que, évidemment, on est 27 États membres avec chacun des systèmes de santé très différents, des publics, des populations différentes, etc. Et néanmoins, il y a beaucoup de points communs, y compris entre des pays qui ont une organisation très régionale ou d'autres une organisation très centralisée, comme en France, par exemple. Et bien, finalement, les challenges restent relativement les mêmes, c'est-à-dire comment on fait en sorte que des outils qui gèrent des dossiers médicaux sachent communiquer entre eux, comment on fait en sorte que le patient soit mieux pris en charge, en fait, lorsque il va voir son dentiste, son pharmacien, lorsqu'il est à l'hôpital ou lorsqu'il est pris en charge dans des soins de suite, par exemple. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant et extrêmement précieux aussi pour nous, hein, cette forme de benchmark européen, parce que, on profite et on bénéficie les uns des autres, des retours d'expérience, des tentatives, des échecs, des réussites qui ont pu être faites ici ou là. Et c'est vraiment aussi, l'objectif de ces rencontres où on se rencontre en personne aussi et pas seulement, en visio, et pour pouvoir aller creuser, tel ou tel point, telle ou telle problématique, qui va, permettre, de faire progresser, en fait, chaque pays, avec aussi le soutien de la Commission européenne qui, évidemment, est très impliquée, il faut le reconnaître, dans le déploiement et dans la mise en œuvre, de ce règlement. Et c'est aussi l'occasion pour nous, les États membres, de partager, des inquiétudes aussi parfois, hein, des questionnements, des attentes, des questions de financement, par exemple. Il y a beaucoup les couloirs bruissent pas mal de sujets autour de: «Mais comment va-t-on financer finalement toutes les évolutions qu'il va falloir apporter pour, pouvoir permettre à la France et aux autres États membres, d'être conformes et de respecter ce règlement européen?» parce que ce règlement, il va être obligatoire, évidemment, dans les 27 États membres. TEDAS2, ça s'appelle Towards the European Health Data Space. C'est une action conjointe, donc un instrument de financement européen qui s'inscrit dans le programme pluriannuel européen EU for Health, Europe de la santé, et vise à accompagner la mise en œuvre du règlement Espace européen des données de santé. On est à IMS Paris aujourd'hui et j'ai déjà croisé plusieurs représentants de cette action conjointe des différents États membres. Donc TEDAS2 fait suite à TEDAS1, donc qui a été achevé en 2023 et qui avait formulé des recommandations de mise en œuvre sur la gouvernance, l'interopérabilité et aussi l'infrastructure de l'espace européen des données de santé. TEDAS2 a commencé en 2024 et est coordonné par le fonds d'innovation Citra, donc finlandais, et s'appuie donc sur les travaux de TEDAS1, mais aussi du pilote Health Data at EU, qui a déjà testé un peu l'infrastructure de l'espace européen des données de santé. TEDAS2 contribuera directement à l'écriture de la vingtaine d'actes d'exécution qui seront rédigés dans le cadre de la mise en place de l'espace européen des données de santé. Et donc, elle réunit, comme j'ai dit, 29 pays européens, donc beaucoup ici présents à IMS, et qui ont donc comme mission principale, c'est tout d'abord élaborer ces lignes directrices pour traduire ce que dit ce règlement, en fait. C'est aussi définir des modèles de collaboration entre les acteurs. C'est de mettre en place des procédures harmonisées pour l'accès transfrontalier aux données de santé. Et enfin, c'est de renforcer aussi l'engagement des citoyens. Parce que pour eux, ça semble un peu théorique comme espace européen de données de santé. Qu'est-ce qu'en pratique ça veut dire et comment aussi ils peuvent se saisir de leurs droits. La France joue un rôle structurant dans TEDAS2. Alors tout d'abord parce qu'elle contribue activement au chantier de travail, mais aussi parce qu'elle est autorité compétente pour la France et elle joint ses efforts à la PDS, la plateforme données de santé, qui est elle entité affiliée. Donc la délégation numérique en santé, elle coordonne en lien avec l'autorité des données de santé danoise un groupe de travail sur les redevances, mais aussi sur les sanctions et sur l'accès des pays tiers à l'Union européenne aux données de santé. La PDS, de son côté, elle aussi coordonne un chantier, notamment avec le BfArM, donc à peu près son équivalent allemand, sur l'environnement de traitement sécurisé du futur espace européen des données de santé. Donc, on est fortement impliqué. Mais en parallèle, on est aussi impliqué dans la COP, la Community of Practice, qui travaille également sur le sujet d'utilisation secondaire des données de santé. Les recommandations qui seront émises par TEDAS2, elles seront très importantes parce qu'elles structureront la mise en œuvre concrète du règlement en France et aussi dans d'autres États membres en Europe.
Effectivement, j'ai mentionné les actes d'exécution qu'on est en train de co-rédiger et qui seront repris presque à l'intégralité par la Commission européenne. Donc ça influence fortement ce que sera en pratique l'espace européen de santé en France et dans d'autres pays européens. Par exemple aussi les spécifications techniques qui seront élaborées dans le cadre de TDS2, notamment sur l'environnement de traitement sécurisé. Ici, avec l'infrastructure aussi Health Data at EU qui a déjà fourni une base, on fournit un socle commun pour tous les futurs ORAD. Donc ORAD, ça veut dire organisme responsable d'accès aux données de santé. Et donc ces ORAD-là pourront s'orienter avec ces travaux-là de ce qu'ils vont mettre en place en termes d'environnement des traitements sécurisés. L'impact, quand même, résidera aussi dans la capacité de la France et aussi d'autres pays, bien sûr, à répliquer ces bonnes pratiques qui seront issues de TDS2, comme par exemple aussi le formulaire de demande unique qui a déjà été émis dans Health Data at EU, tout en préservant les spécificités nationales françaises et aussi européennes. L'impact majeur résidera dans la capacité de la France à répliquer les bonnes pratiques ici dans TDS2. Mais je suis confiante qu'on sera en mesure de faire ça. L'approche aussi intéressante que je souligne, qui est utilisée dans le TDS2, c'est la consultation publique. Tous les livrables qu'on émet, soit nous avec nos partenaires dans notre chantier Work Package 4 ou la PDS dans le Work Package 7 sur l'environnement des traitements sécurisés, ils seront tous mis en consultation publique. À l'automne, on verra déjà la deuxième vague de consultation publique, donc une dizaine de documents techniques ou de guidelines de bonnes pratiques seront mis en ligne et tous les citoyens pourront commenter. L'Agence du numérique en santé, ANS, est vraiment au cœur de toute cette transformation qui est en train de se passer, notamment vis-à-vis du règlement EHDS. Pourquoi? Parce que d'après toutes les discussions qu'on peut avoir sur le règlement et sur toutes les améliorations du système de santé, sur la transformation numérique du système de santé qui va se produire en Europe à partir de maintenant, on tombe tous d'accord sur une question, c'est qu'il faut mettre en œuvre des formats d'échange interopérables de données de santé, justement pour permettre à tous ces systèmes de communiquer. Pourquoi? On est en train de parler de communiquer pour partager la donnée, pour une meilleure prise en charge du patient qui se déplace, qu'il se déplace au sein de son pays de résidence ou qu'il se déplace plus largement au sein de l'Union européenne. On a envie, bien sûr, que cette donnée de santé l'accompagne pour que le patient puisse recevoir un soin plus adapté et personnalisé selon son propre état de santé. Donc, l'ANS, aujourd'hui, elle a un rôle de régulateur. Elle met en œuvre des standards d'interopérabilité pour permettre à tous les systèmes de santé de communiquer entre eux. Et aujourd'hui, ces standards mis en œuvre en France et portés, pilotés par l'ANS, ils s'appuient déjà sur des normes et standards internationaux qui sont ensuite adaptés aux besoins nationaux français. Mais demain, avec le règlement EHDS, nous allons devoir tous nous mettre à niveau. Nous allons devoir tous être alignés et compatibles avec le format interopérable européen qui est en train d'être défini aujourd'hui. Donc l'ANS, de par son rôle de régulateur, va devoir travailler pour aligner son cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé national avec le format européen. En plus, l'ANS a aussi un rôle d'accompagnement des industriels, des entreprises du numérique en santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont déjà en train d'implémenter le cadre d'interopérabilité nationale que je vous ai mentionné. Et notre rôle aussi, c'est de les avertir, de les accompagner, de les informer sur les différents changements qui commencent à avoir lieu et qui seront effectifs d'ici quelques années pour que finalement toutes les solutions mises en œuvre en France soient compatibles avec le format européen. Quand vous vous déplacez, si vous avez besoin de voir un professionnel de santé dans un autre pays européen, ce professionnel de santé-là pourra, via Ma Santé à Thieu et des services tels que Césali, et avec également votre consentement, accéder à vos données de santé qui sont, elles, stockées dans votre pays de résidence, dans des services, par exemple, comme Mon Espace Santé. Donc, ces données de santé-là pourront être proposées, fournies aux professionnels de santé qui vous prend en charge, et elles seront automatiquement traduites dans sa langue de travail. C'est-à-dire que le professionnel de santé ne va plus devoir prendre le risque de traduire lui-même du français vers sa langue les documents auxquels il aurait accès. C'est-à-dire que le service propose déjà automatiquement des traductions sécurisées
pour améliorer la prise en charge et éviter toute erreur d'interprétation.